Au mariage de mon fils, la nouvelle femme de mon ex-mari portait une robe blanche et m'a prise pour l'employée. J'ai laissé passer, jusqu'à ce qu'elle prenne le micro pour son discours. C'est à ce moment-là que j'ai sorti l'enveloppe. Ce qui se trouvait à l'intérieur a plongé la salle dans le silence. J'étais déjà furieuse avant même que la cérémonie ne commence. Il y a franchir une limite, et puis il y a la traîner dans la boue, la piétiner, et y mettre le feu. C'est ce que la nouvelle femme de mon ex-mari a fait, à la seconde où elle s'est présentée au mariage de mon fils dans une robe blanche qui, honnêtement, ressemblait à une imitation de robe de mariée. Du satin, des perles, et même une petite traîne. Les gens se sont retournés quand elle est entrée. L'un des serveurs, l'air confus, a demandé si elle faisait partie du cortège. Elle s'est contentée de rire et de dire « Oh, non. Je suis de la famille. Ça, c'est juste l'employé, là-bas. » Elle a incliné la tête dans ma direction en le disant. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas scié. Je suis simplement resté là, la laissant penser qu'elle avait gagné cette manche. Elle se croit toujours maligne. Il y a des années, quand mon mari m'a quitté pour elle, elle s'est pavanée dans nos vies comme si elle était une sorte de version améliorée. Je suis resté silencieuse à l'époque aussi. Je les ai laissés vivre leur petite fantaisie, mais au fond de moi, je savais que les gens comme elle finissent toujours par s'effondrer. Il suffit de leur donner assez de cordes. Je n'avais pas prévu de faire de déclaration au mariage. Je n'essayais de rien prouver. Je portais une robe bleu marine, simple et élégante, rien de tape à accent grave-l'œil. Je suis resté dans mon coin, j'ai discuté avec des parents, me suis concentré sur mon fils et sa fiancée. Je n'allais pas la laisser m'entraîner dans son cirque. Mais quand elle a commencé à parader comme si elle était la mère de la mariée, saluant les gens, prenant des selfies avec les centres de table, et accaparant les invités pour leur raconter des histoires sur son rôle dans l'éducation de notre fils. J'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La rage. Elle a de nouveau franchi la ligne lorsqu'elle a insisté pour être sur chaque photo. Le photographe était clairement désorienté. À un moment donné, elle s'est insérée entre mon fils et moi sur une photo de groupe. Elle ne m'a même pas regardé, elle a juste pris sa place, souriant comme si elle y appartenait. Mon fils m'a lancé un regard. Il savait, mais j'ai simplement secoué la tête. Laisse tomber. J'avais quelque chose de prévu. Quelque chose de petit, mais de retentissant. Niché dans mon sac à main se trouvait une enveloppe, de couleur crème, sans inscription, et scellée. Pas un mot écrit dessus. Mais ce qu'elle contenait allait effacer chaque petit sourire suffisant qu'elle m'avait adressé pour le reste de la soirée. Elle ne le savait pas encore, mais j'étais sur le point d'offrir un cadeau à mon fils et à sa nouvelle épouse. Quelque chose pour les aider à prendre un nouveau départ. Un geste qui viendrait de moi, et de moi seul. Quelque chose de généreux, de significatif, et d'impossible à ignorer. Et il serait remis au moment exact. Puis sont venus les discours. La demoiselle d'honneur a parlé la première. C'était doux, émouvant, un peu drôle. Puis le témoin, même chose. Et puis, d'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée avec le micro. Elle n'était pas sur la liste. Personne ne l'a présentée. Elle s'est simplement avancée, souriant comme si on s'y attendait. Mon ex-mari ne l'a pas arrêtée. Il se tenait juste sur le côté, comme il l'a toujours fait, observant, passif, inutile. Elle s'est lancée dans un discours qui semblait répéter quelque chose sur le fait qu'il faut tout un village, et comment elle avait toujours su que ce garçon était destiné à de grandes choses. Elle a raconté une histoire sur la façon dont elle l'avait aidé à se préparer pour ses entretiens universitaires, ce qui n'est jamais arrivé. Elle a dit qu'il venait lui demander conseil. Il ne l'a jamais fait. Puis elle a ajouté une phrase, « Je n'oublierai jamais. J'ai l'impression de l'avoir vu grandir pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, et je ne pourrais être plus fier du rôle que j'ai joué pour le façonner. » C'était subtil, mais les gens se sont agités sur leurs chaises. Même son ton avait changé. Elle essayait de me remplacer, sans jamais prononcer mon nom. Quand elle a terminé, elle rayonnait comme si elle venait de prononcer un discours présidentiel. Quelques personnes ont applaudi, sans trop savoir si elle le devait. Elle est retournée à sa table comme si elle venait de gagner quelque chose. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis dirigé vers les jeunes mariés, je les ai serrés tous les deux dans mes bras,
leur ai dit à quel point j'étais fier, et j'ai tendu l'enveloppe à ma nouvelle belle-fille. Elle a souri, un peu surprise, puis l'a ouverte sans réfléchir. Elle s'est figée. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 30 000 €. Pas de discours, pas de grande annonce, juste un geste discret. Mais au moment où elle l'a sorti, la réaction autour de la table a tout dit. Mon fils a cligné des yeux, puis s'est levé et m'a de nouveau serré dans ses bras, plus fort cette fois. Tous les regards se sont tournés vers notre coin de la salle. Des chuchotements ont commencé. Les téléphones sont sortis. Les gens ont commencé à poser des questions. Et de l'autre côté de la salle, la femme de mon ex-mari s'est assise lentement, toujours dans sa robe de mariée blanche, regardant tout se dérouler, avec une expression qui signifiait qu'elle avait enfin compris. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 14 appels manqués. 6 d'un numéro inconnu, 3 de mon ex, 5 d'un numéro que je reconnaissais mais n'avais jamais enregistré. Le sien. Elle avait commencé à envoyer des textos aussi. Des longs, des paragraphes, le genre de messages que les gens écrivent quand ils essaient d'avoir l'air décontractés, mais qu'ils tiennent à peine le coup. Salut, je voulais juste dire que c'était un beau geste hier soir. Très inattendu. Je peux te demander où tu as trouvé tout cet argent? Sérieusement, on devrait se voir un de ces jours, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler de femme à femme. Pas de ponctuation dans la deuxième partie. Elle partait en vrille. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé ma matinée comme d'habitude. Café, email, et un peu de travail que je devais finir avant midi. Je n'allais pas me prêter à la comédie qu'elle préparait. Le mariage était terminé. J'avais fait ce que j'étais venu faire. À midi, mon téléphone vibrait à nouveau. Cette fois, c'était mon ex. Il a laissé un message vocal, ce qu'il ne fait presque jamais. Il y disait qu'il était inquiet et voulait mettre les choses au clair. Il a ajouté que sa femme avait été un peu secouée et voulait juste comprendre ce qui se passait vraiment. Comprendre quoi? Que j'avais une carrière. Que j'avais passé les 10 dernières années à construire quelque chose en silence, pendant qu'ils étaient trop occupés à exhiber leurs vacances et leurs voitures de location sur Facebook. Je n'ai jamais dit à personne dans la famille ce que je faisais dans la vie après le divorce. En partie parce qu'ils n'ont jamais demandé, et en partie parce que j'aimais ça comme ça. La seule personne qui savait vraiment était mon fils, et même lui ne connaissait pas toute l'étendue de la situation. Il pensait que j'allais bien, stable, peut-être discrète. La femme qui s'était fait tromper, et qui s'était effacée en arrière-plan. Et puis j'ai donné 30 000 € à un mariage. Et soudainement, je n'étais plus si invisible. Vers 14 heures, j'ai reçu un autre message d'elle. Je ne veux pas être indiscrète, mais si tu pouvais faire quelque chose pour nous aider avec une partie de nos dettes, ce serait incroyable. Les temps sont vraiment durs en ce moment, et je pense que ça signifierait beaucoup si nous pouvions avancer comme une grande famille recomposée. Ce mot m'a fait rire. Elle voulait utiliser le bonheur de mon fils comme levier, et elle n'était même pas subtile. Je n'ai pas répondu. J'ai juste lu le message une fois, j'ai fait une capture d'écran, et je l'ai archivé. Ce soir-là, mon fils et sa femme ont appelé, juste eux. Pas de bruit de fond, pas d'interruption. Il m'a de nouveau remercié. Elle était encore bouleversée. Ils ont décidé d'utiliser l'argent pour un acompte sur un appartement. Et la façon dont ils en parlaient, c'était comme si je leur avais offert un avenir. C'est ce que je voulais. Pas pour éclipser qui que ce soit, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour donner à mon fils un meilleur départ que celui que j'avais eu. Et pourtant, même là, elle essayait toujours de ramener ça à elle. Car juste après avoir raccroché, j'ai reçu un dernier message. Tu sais, c'est un peu suspect. Ce genre d'argent ne sort pas de nulle part. Tu as des ennuis? C'est de l'argent pour acheter le silence? Tu peux me le dire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'elle n'obtiendrait plus jamais un mot de ma part. Laissez-la tourner en rond. Laissez-la s'interroger et devenir obsédée. Laissez-la en perdre le sommeil. J'avais mes propres plans, et aucun d'entre eux n'impliquait de me justifier auprès de quelqu'un qui portait du blanc au mariage du fils d'une autre femme. À la fin de cette semaine, je savais que quelque chose avait changé. Des gens qui m'avaient ignoré pendant des années agissaient soudainement comme si nous étions de vieux amis. Ça a commencé subtilement. Des j'aime sur de vieilles photos.
Comment vas-tu, d'un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis le divorce. Puis ça a vite dégénéré. Un message disait, j'ai entendu parler du cadeau de mariage. J'espère que tu as enfin un peu de répit. Un autre, incroyable que tu aies eu autant d'argent de côté. C'est quoi ton secret, ma belle? Et puis est arrivé celui dont je me souviens encore mot pour mot. Sois honnête. Tu as épousé un vieil homme riche et tu ne l'as juste dit à personne? Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas de la curiosité. C'était du ressentiment, déguisé en fausse amabilité. Comme s'ils essayaient tous de sourire les dents serrées, espérant pouvoir s'approcher juste assez pour flairer l'avantage qu'ils pensaient que j'avais. Mais celle qui ne le supportait pas le plus, c'était elle. La femme de mon ex-mari n'a pas arrêté d'appeler. Matin, soir, à des heures aléatoires. Elle envoyait des textos si je ne répondais pas. Elle envoyait des notes vocales. Des notes vocales décousues sur le fait que nous étions partis du mauvais pied et que l'argent change tout, suivi d'une histoire bizarre sur son enfance et comment elle avait toujours rêvé d'une grande lune de miel mais n'en avait jamais eu l'occasion. Elle n'était pas subtile. La mendicité était enfouie sous des couches de flatterie passive-agressive. À un moment, elle a dit, tu as toujours eu cette énergie calme et puissante. Je pense que ce serait incroyable si tu pouvais nous aider maintenant que tu es en position de le faire. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Je ne lui devais rien. Laissez-la mariner. Mais je pouvais la sentir s'effondrer de l'extérieur. C'était comme si elle ne supportait pas de ne pas savoir. Le fait de ne pas savoir la rendait folle. Cette enveloppe n'avait pas été seulement un cadeau de mariage. C'était une menace pour tout ce sur quoi elle avait construit son image d'elle-même. Elle avait passé des années à me dépeindre comme pitoyable, amère, coincée dans le passé. Maintenant, soudainement, c'était moi qui avais les cartes en main, et elle ne le supportait pas. Puis, un après-midi, j'ai levé les yeux de mon bureau et je l'ai vue. Mon ex-mari, debout dans le hall de mon immeuble de bureau, regardant autour de lui comme s'il n'était pas sûr d'être à sa place. Il n'avait pas appelé, aucun avertissement. Il savait où je travaillais, mais il n'était jamais venu auparavant. Je dirige un cabinet de conseil privé, des clients haut de gamme, tout par le bouche à oreille, pas d'enseigne sur la porte, pas de site web, juste un nom sur un bail et une entrée principale verrouillée. Je l'ai construit lentement, prudemment, après le divorce, pendant que lui et sa nouvelle femme étaient occupés à acheter des meubles de créateurs à crédit et à publier des citations inspirantes sur les secondes chances. Moi, je construisais quelque chose de réel. Je suis sorti dans le couloir et je suis resté là, les bras croisés. Il avait l'air nerveux. Il a dit qu'il voulait juste prendre de mes nouvelles, si j'avais 5 minutes. Contre toute attente, j'ai hoché la tête. Il n'a pas perdu de temps. Il a dit que les choses avaient été difficiles à la maison, qu'elle était sensible et que le mariage avait remué beaucoup d'émotions. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit, ce que nous avions me manque. Pas ce que je pensais qu'elle était. Honnêtement, je pense que j'ai fait une erreur. Il n'a même pas hésité. Il a lâché ça comme s'il demandait l'heure. Cet homme avait fait exploser notre vie, m'avait quitté pour une femme qui se moquait ouvertement de moi lors d'événements familiaux, qui portait du blanc au mariage de mon fils. Et maintenant, parce que j'avais remis une enveloppe, il voulait franchir à nouveau une porte qu'il avait claquée 10 ans plus tôt. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement fait demi-tour, je suis retourné dans mon bureau, j'ai fermé la porte, je me suis assise et j'ai repris mon travail comme s'il n'avait rien dit. Il est resté dehors peut-être une minute avant que j'entende la porte se refermer. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Son nom s'est allumé sur l'écran. Le message était court cette fois. Salut, est-ce que nom de l'ex-mari est en colère contre moi? Il agit bizarrement, genre distant, je me demandais juste si tu avais remarqué quelque chose. J'ai fixé l'écran une seconde et j'ai souri. Elle savait que quelque chose avait changé. Elle pouvait le sentir, mais elle ne savait pas quoi. Et le pire pour elle, c'est que je n'allais pas le lui dire. Laissez-la deviner. Laissez-la perdre le sommeil, à rejouer chaque moment, chaque mot, en essayant de comprendre ce qu'elle avait manqué. Parce que maintenant, c'était enfin elle qui était à l'extérieur, regardant à l'intérieur. 2 semaines après le mariage, tout semblait s'être calmé. En apparence, elle avait ralenti ses messages. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 3 jours, ce qui était un record personnel.
Mais ce genre de silence, de la part de quelqu'un comme elle, ne signifie pas la paix. Cela signifie qu'elle complote. Bien sûr, le calme n'a pas duré. Un jeudi matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour trouver une enveloppe de coursier sur mon porche. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit à l'encre bleue. Je l'ai rentrée, je me suis fait un café, et je l'ai ouverte avec un couteau à beurre. À l'intérieur, une lettre de 2 pages, tapée à la machine, provenant d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas une plainte, pas techniquement, mais ça y ressemblait. Le langage était risible. Il disait que ma contribution financière excessivement ostentatoire au mariage avait créé un spectacle public qui avait causé à la femme de mon ex-mari une angoisse psychologique considérable et une atteinte à sa réputation. Il disait qu'elle étudiait ses options pour protéger sa dignité personnelle. Je l'ai lu 3 fois, je l'ai posé, puis j'ai littéralement ri dans mon café. Cette femme, qui m'avait appelé, l'employé, devant une centaine de personnes tout en étant habillée comme une mariée au mariage de mon fils, voulait parler d'atteinte à sa réputation. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bronché, mais je l'ai transmise à mon avocat, au cas où. Il m'a rappelé une demi-heure plus tard, retenant à peine un gloussement. Dis-lui d'envoyer une autre lettre. Je les encadrerai, a-t-il dit. Elle ne peut rien contre toi. Le timing était donc étrange, car le même après-midi, j'ai reçu un appel de mon fils. Il m'a demandé si j'étais libre pour dîner, juste 2 et ses beaux-parents. Il semblait un peu hésitant, comme s'il s'attendait à ce que je dise non. Bien sûr, j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille près du lac, chic, lumière tamisée, serviettes en tissu. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis. Sa femme m'a serré dans ses bras dès que je suis entré. Ses parents se sont levés, souriant, et m'ont serré la main comme si j'étais quelqu'un d'important. C'était étrange, comme si j'étais à la fois honoré et évalué. Nous avons commandé du vin, parlé du mariage, ri du désastre du gâteau, le pâtissier avait oublié le dernier étage. Puis, après le plat principal, son père est devenu sérieux. Il a sorti un dossier de sous la table et l'a fait glisser vers moi. Il a dit qu'il avait fait quelques recherches discrètement, par le biais de contacts. Il savait que je n'étais pas seulement à l'aise financièrement, et que mon travail de consultante n'était pas ordinaire. Apparemment, il avait contacté l'un de mes anciens clients, un dirigeant qui ne parle que lorsque c'est important. Et cette conversation avait tout changé. À l'intérieur du dossier se trouvait une proposition commerciale. Il dirigeait une société de développement privé, de niche, discrète, extrêmement rentable. Il s'agrandissait, cherchait quelqu'un avec de la discrétion, de la stratégie et des relations. Il voulait me faire entrer comme partenaire silencieuse. Ce n'était pas seulement une question de travail. C'était un message. Nous vous voyons. Nous vous respectons. Nous vous voulons avec nous. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Il a hoché la tête et a dit, ne vous pressez pas. Nous voulions juste que vous sachiez que nous ne sommes pas dupes des apparences. Nous savons reconnaître la vraie valeur. Nous avons porté un toast, payé l'addition, et alors que nous nous tenions à l'extérieur du restaurant en attendant le voiturier, j'ai aperçu quelque chose, ou quelqu'un, de l'autre côté de la rue. Au début, j'ai cru que j'imaginais, mais j'ai regardé à nouveau. Elle était là, debout sous un lampadaire, à moitié dans l'ombre, nous observant. Elle portait un manteau beige, les cheveux attachés, pas de téléphone à la main, juste debout, les yeux fixés sur moi. Je ne l'ai pas saluée. Je n'en avais pas besoin. Elle m'avait suivi. Que ce soit par accident ou à dessein, peu importait. Elle m'avait vu sortir d'un restaurant où l'ex-femme de son mari était célébrée comme une reine. Elle avait vu les poignées de main, le dossier, les rires, et cela seul devait la brûler plus que tout ce que j'aurais pu dire. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'ai pas regardé en arrière. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 messages vocaux d'elle et un de mon ex. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'il était vraiment désolé pour tout et qu'il ne savait pas comment les choses en étaient arrivées là. Moi, je le savais. Je savais exactement comment. Pendant qu'ils étaient occupés à faire semblant, j'avais construit, tranquillement, patiemment, toute seule. Et maintenant, ils n'étaient pas seulement jaloux, ils avaient peur. Quelques jours après le restaurant, tout a de nouveau changé. Cette fois,
sous la forme d'une invitation. Une carte remise en main propre. Oui, une carte physique est arrivée chez moi, de couleur crème avec des lettres dorées. À l'intérieur, écrite dans ce même ton familier qui s'efforçait trop de paraître chaleureux, se trouvait une invitation à dîner de sa part, pas de la sienne à lui. D'elle. Le message disait qu'elle voulait repartir à zéro, qu'elle pensait que ce serait charmant si nous pouvions nous rencontrer de femme à femme pour mettre les choses au clair et trouver un terrain d'entente, maintenant que, tout est sur la table. Voilà encore cette expression, tout est sur la table. Comme si elle pensait enfin savoir à quoi elle avait affaire. J'ai failli la jeter, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai répondu par une seule ligne, par SMS cette fois, je viendrai, mais tu n'auras pas le droit de me couper la parole. Le soir du dîner, je ne me suis pas mise sur mon 31. Je portais un pantalon noir et un pull gris. Pas de maquillage, pas de bijoux. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, quelqu'un qui n'a rien à prouver. Elle a ouvert la porte elle-même. Sa maison avait l'air comme d'habitude, tout y était un peu trop forcé. Des bougies qui n'avaient jamais été allumées. De faux livres empilés sur la table basse. Une peinture d'une ville qu'elle n'avait jamais visitée accrochée au-dessus de la cheminée. Le dîner était déjà sur la table. Du poulet, une sorte de salade de pâtes dans un bol en verre qui avait encore l'étiquette de prix en dessous. Elle a versé du vin et a fait un petit discours sur les nouveaux départs avant même que nous nous asseyions. Puis, dès que nous l'avons fait, elle a laissé tomber le masque. Elle voulait savoir d'où je tenais l'argent, pas seulement le chèque du mariage. Elle voulait des détails, des clients, des entreprises, des noms. J'ai souri et j'ai pris une gorgée de vin. Puis elle a dit quelque chose qui a tout éclairci. Tu sais, si tu fais quelque chose de risqué, quelque chose qui pourrait, je ne sais pas, s'effondrer, c'est peut-être le moment d'être intelligente et de partager avant que les choses ne se compliquent. Ce n'était plus de la curiosité. C'était un avertissement. J'ai posé ma fourchette, je lui ai dit que je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle ne voulait pas repartir à zéro. Elle voulait un levier. Elle voulait des informations. Et comme elle ne pouvait pas les obtenir par la manipulation, elle essayait maintenant l'intimidation. Elle n'a pas nié. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu m'as humilié. Tu m'as fait passer pour une idiote devant tout le monde que nous connaissons. Tu crois que les gens ne parlent pas? Tu crois qu'ils n'ont pas remarqué la robe, le discours, la façon dont ils t'ont regardé après? Ils ne parlent que de toi maintenant. » J'ai attendu, je l'ai laissé finir. Puis je me suis levé, j'ai pris mon verre et j'ai dit, « Oui, ils parlent, et j'ai mérité chaque mot. » Elle m'a suivi jusqu'à la porte, essayant toujours de parler. Elle a dit que j'étais égoïste, que je m'isolais de la nouvelle famille, qu'elle et mon ex avaient des difficultés, et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que tout éclate. Puis elle a ajouté une dernière chose, il a pensé à toi. Il dit, ton silence est plus éloquent que tout ce que j'ai pu dire depuis des années. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je lui ai dit la vérité. Pas sur mon argent, pas sur mes affaires, juste ceci, tu penses que le silence est une faiblesse. Ce n'est pas le cas. C'est de la distance. Et cette distance, c'est la seule raison pour laquelle j'ai encore la paix. Puis je suis parti. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Quand quelqu'un comme elle se rend compte qu'elle ne peut pas gagner avec le charme, et qu'elle ne peut pas gagner avec les menaces, elle se saisit de la dernière chose qu'il lui reste, la destruction. Et elle n'avait aucune idée que tout ce qu'elle s'apprêtait à essayer, j'avais déjà survécu à pire. Elle n'a pas attendu longtemps. Moins d'une semaine après le dîner, ça a commencé. D'abord les rumeurs, maladroites, évidentes. Une connaissance commune m'a appelé pour me dire que quelqu'un avait demandé si je faisais l'objet d'une enquête. Une autre personne a dit qu'elle avait entendu dire que j'avais été licencié discrètement d'un poste prestigieux que je n'avais même jamais eu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai corrigé personne. J'ai tout laissé dire. Puis les appels ont recommencé. Cette fois, de numéros que je ne reconnaissais pas. Un message vocal disait, nous effectuons une vérification d'antécédents. Juste une routine. J'ai retracé le numéro. C'était un ami à elle, ou peut-être une faveur qu'elle avait suppliée. Quoi qu'il en soit, c'était pathétique. Ça a vite dégénéré. Elle a commencé à envoyer des messages à la femme de mon fils, posant des questions,
laissant entendre des choses, faisant comme si elle s'inquiétait de mon état mental. Ma belle-fille m'a transmis les messages sans en dire plus, mais je pouvais voir qu'elle était en colère. Très en colère. Le lendemain matin, j'ai reçu une capture d'écran de mon fils. C'était un SMS de sa belle-mère. Elle avait écrit « Je ne veux rien commencer, mais ta mère n'est peut-être pas aussi stable qu'elle en a l'air. » Je dis ça comme ça. Les gens se posent des questions. C'en était trop. Mon fils l'a appelé. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais après ça, elle ne m'a plus appelé. La semaine suivante, j'ai reçu un email de mon ex. L'objet disait simplement « Je suis désolé ». Il a écrit 3 paragraphes sur la façon dont tout était devenu hors de contrôle. Il a dit qu'il ne réalisait pas à quel point les choses étaient abîmées avant de le voir de près. Il a dit qu'elle avait éloigné les gens depuis longtemps et qu'il ne l'avait pas vu clairement jusqu'à maintenant. Il a dit qu'il était fatigué, puis il a dit qu'il voulait parler. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité, c'est que je ne ressentais plus de colère, ni de justification, ni même de suffisance. Je me sentais juste fini. Enfin, complètement fini avec tout ça. Les chuchotements ont cessé, non pas parce que je me suis expliqué, mais parce que je ne l'ai pas fait. Les gens se sont désintéressés quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas me cerner. J'ai cessé d'être le centre des ragots quand j'ai refusé de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Quelques semaines plus tard, j'ai emmené mon fils et sa femme déjeuner. Juste nous 3. Ils étaient radieux. Nouvel appartement, nouvelle routine, nouvelle vie. Au milieu du déjeuner, ma belle-fille s'est penchée sur la table et a dit « J'espère que je deviendrai comme toi. Pas seulement pour ce que tu nous as donné, mais pour la façon dont tu te comportes. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. J'ai souri. Maintenant, des mois plus tard, ils s'épanouissent. Elle a disparu des événements familiaux. J'entends des rumeurs selon lesquelles son mariage bat de l'aile, qu'elle passe des heures à faire défiler les réseaux sociaux, essayant toujours de comparer sa vie à la mienne. Mais je ne pense plus beaucoup à elle. J'ai construit quelque chose de réel, quelque chose qu'elle ne peut pas toucher. Ni avec les ragots, ni avec la jalousie, ni avec les poursuites, les menaces ou la culpabilité. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle n'a jamais compris d'où venait l'argent. Ni le cadeau de mariage, ni la maison que j'ai achetée après le divorce. Ni les participations silencieuses que je détiens dans des entreprises où elle ne sera jamais invitée. Tout ce qu'elle a jamais vu, c'est la version de moi en laquelle elle voulait croire. L'ex-femme discrète, l'employée, la femme qu'elle pouvait interrompre. Elle n'a jamais pensé une seule fois à demander ce que je faisais pendant toutes ces années où elle me riait au nez. Non, elle peut continuer à se poser la question. Mise à jour. Le calme régnait depuis des mois. Un calme bien heureux. Pas d'appel, pas de drame, pas de raison de regarder par-dessus mon épaule. Puis, le week-end dernier, j'ai reçu une demande de message sur Instagram. Le profil n'avait pas de nom, juste un emoji de fleurs et un compte privé. J'ai failli l'ignorer, mais la première ligne du message m'a arrêté. Je sais que tu ne me dois rien, mais j'ai besoin de dire ça quelque part. C'était elle. Un long message décousu, sans ponctuation, sans véritables excuses, juste des fragments de pensée, de regrets et de questions. Elle disait qu'elle ne se reconnaissait plus, que son mariage s'effondrait, qu'elle se sentait seule, utilisée, embarrassée. Elle ne demandait pas d'argent. Pas cette fois. Elle voulait juste savoir comment j'avais fait. Pas pour l'argent, pas pour les affaires. Elle parlait de la survie, de la force, de la grâce. Comment j'étais resté debout alors qu'elle avait passé si longtemps à essayer de me faire tomber. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le message non lu. Je l'ai archivé, non par cruauté, mais parce que je lui avais déjà donné ma réponse. Au moment où j'ai quitté sa table sans élever la voix, sans me défendre, sans la laisser me ramener dans sa tempête, je lui avais répondu. J'ai survécu parce que j'ai arrêté d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'ai construit parce que j'ai arrêté d'attendre que les gens le remarquent. Et j'ai gagné au moment où j'ai réalisé que je n'avais rien à expliquer à quiconque avait déjà décidé qui j'étais.